Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à cette session live de l'ABGES sur la consolidation en IFRS 17. Donc, j'ai le plaisir de le présenter avec Monsieur Gaël Léger, Monsieur Rianta. Et nous allons attendre juste quelques minutes, le temps que tout le monde puisse se connecter avant de pouvoir commencer. Bonjour à tous et à toutes. Alors, juste peut-être pour un peu expliquer les principes de fonctionnement. Donc, nous avons un chat qui est disponible et que normalement vous devriez voir tout en bas à droite. Donc, ce sera le moyen de communication avec nous. Donc, vous avez dû le voir. Les micros sont déconnectés. Donc, moi et Monsieur Léger seront les seuls en fait à pouvoir parler. Donc, ce sera notre moyen de communication et ce sera dans l'occasion pour vous de faire remonter donc toutes les questions que vous pouvez avoir. Alors, je vois que des personnes se connectent actuellement. Bonjour, bienvenue. Tout à fait. Alors, pour ma part, je vois aussi que des gens que je connais, donc je vous remercie de participer à ce live. C'est très gentil de votre part. Voilà. Et donc, le chat peut déjà être animé. Nous avons posé quelques questions pour connaître un peu d'où vous venez. Votre niveau de maturité ou d'expertise par rapport au sujet dont nous allons parler aujourd'hui. Et puis, éventuellement, votre connaissance préalable de l'ABGES. Du coup, Eric, je pense qu'on peut peut-être débuter. Démarrer. Ouais. Ok, très bien. Nous sommes une quarantaine. C'est pas mal. Ben, très bien. Donc, encore une fois, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette session, à ce webinaire gratuit organisé par l'ABGES sur les comptes consolidés pour les assureurs, dont notamment, il sera l'occasion de parler de parler avec vous pendant 1 heure de la norme IFRS 17. Donc, je suis Eric Yonta. Je suis actuaire de formation. Je suis également formateur à l'ABGES depuis bientôt 2 ans dans le périmètre assurance. Donc, je vais animer cette formation. Et en fait, le principal intervenant sera Monsieur Gaël Léger, à qui je laisse le soin de se présenter.
Oui, bonjour à tous, donc Gaël Léger. Alors pour ma part, je suis associé au sein de l'ABGES, qui est une structure que j'ai rejoint il y a une quinzaine d'années pour développer l'offre assurantielle. Alors l'offre assurantielle est venue un peu tardivement à l'ABGES, puisque notre métier d'origine, c'est plutôt la banque, la réglementation, la comptabilité bancaire, et puis comme les banquiers français, mais aussi dans d'autres pays, ont souvent des filiales d'assurance, eh bien, il y a une quinzaine d'années, je suis intervenu, moi, pour essayer d'expliquer justement aux banquiers ce que c'était que l'assurance, et quels impacts ça pouvait avoir en termes de fonds propres, en termes de contribution aux résultats consolidés de la banque, et puis aussi avoir une vision des risques spécifiques induits par l'activité d'assurance dans dans le groupe financier. On passe assez rapidement. Donc l'ABGES, c'est une structure qui a près de 40 ans maintenant. Que fait-on? Eh bien, on fait essentiellement des formations, comme vous pouvez le voir à l'écran, sur la comptabilité, le contrôle de gestion, la fiscalité, donc des activités financières, donc banque, assurance, gestion d'actifs, des formations sur la gouvernance aussi de ces institutions financières, notamment avec des parcours et des certificats administrateurs. Évidemment, la banque, d'ailleurs comme l'assurance, sont exposées à des risques spécifiques, et donc on a aussi toute une série de formations sur justement les risques financiers et les risques je dirais de souscription, notamment spécifiques liées à l'assurance. Et puis on forme également aux techniques d'audit, alors audit spécifique, audit j'allais dire légal, mais aussi audit interne sur ces opérations. Et puis on a élargi un petit peu notre gamme de formations aux produits, aux marchés qui sont en relation avec les services financiers. Et puis également sur le traitement de certaines opérations, de façon à avoir à couvrir des fonctionnalités assez variées en lien avec l'activité de ces structures. Et donc, je vais avoir le plaisir donc d'échanger avec Eric, que je connais bien, sur IFRS 17 et sur les impacts que cette norme a dans les comptes consolidés des assureurs, mais aussi des banquiers. Merci Gaël. Peut-être juste avant qu'on commence, faire un tout petit rappel. Donc, rappelez que nous avons donc un chat qui est disponible dans lequel vous pouvez poser toutes vos questions. Donc, par rapport au déroulé de ce webinaire, nous essaierons dans la mesure du possible, donc de répondre au fil de l'eau à vos différentes questions. Et de toutes les façons, nous laisserons un peu de temps à la fin afin de pouvoir donc répondre aux questions qui n'auront pas pu être traitées, tout au long de l'échange. Le second point, c'est que la session d'aujourd'hui est filmée. Et donc, tous ceux qui sont inscrits pourront donc en fait récupérer l'enregistrement vidéo de cet échange, soit en fait à travers le site de l'ABGES ou à travers donc, je pense, le lien LinkedIn. Alors, Gaël, pour que nous puissions commencer, déjà, peux-tu nous dire un peu ce que sont en fait les normes IFRS 17 et en quoi est-ce qu'elles sont particulièrement importantes pour un assureur? Oui, alors les IFRS, comme vous le savez probablement, c'est un langage comptable international qui dès le début a souhaité favoriser la comparabilité en fait de l'information financière, alors d'un pays à l'autre et puis aussi d'un secteur d'activité à l'autre. Les IFRS sont des normes qui s'appliquent par défaut à toutes les entreprises, mais il est vrai qu'IFRS 17 est la norme des assureurs, puisque cette norme traite spécifiquement des contrats d'assurance et de la façon dont ces contrats d'assurance doivent être comptabilisés et évalués. Et donc, sur le plan européen, s'ajoute on va dire une spécificité particulière également, c'est que depuis 2005, l'Europe oblige en fait les groupes cotés à produire des comptes consolidés en IFRS, et donc ce langage IFRS, eh bien, c'est notamment celui qu'utilisent les banques, les compagnies d'assurance et puis les groupes cotés des secteurs d'activité autres que le secteur financier pour communiquer sur
eh bien, leur patrimoine, donc la valeur de leur bilan, et puis également communiquer sur leur performance, donc le résultat de leurs opérations, avec, encore une fois, un objectif qui est donc bien sûr de pouvoir comparer les performances et les éléments du patrimoine de ces structures, mais aussi avec une orientation qui est de fournir de l'information pertinente à des investisseurs. Les IFRS sont utilisés pour donner finalement une idée de la valeur de l'entreprise, cette valeur étant regardée évidemment par l'investisseur potentiel. Donc il va regarder plusieurs choses, il va regarder effectivement la valeur à l'actif et au passif des éléments du bilan, et puis il va regarder aussi les perspectives de rentabilité de l'activité, et normalement, avec ces éléments-là, il va pouvoir prendre une décision éclairée pour pouvoir investir les sommes qu'il souhaite investir. Très bien, très bien. Mais de ce que tu, en fait, quand je t'écoute, ce que je comprends, c'est qu'il y a donc une norme qui est spécifique à l'assurance. J'imagine que ce n'est pas à partir d'aujourd'hui qu'on a créé des normes spécifiques à l'assurance. Donc, en quoi consiste vraiment la nouveauté ou la particularité de l'IFRS 17 par rapport, en fait, à des normes existantes? Oui. Alors, c'est vrai qu'IFRS 17, déjà, elle succède à une norme qui existait jusqu'au 31/12/2022, qui était IFRS 4. IFRS 4, donc c'est la première version de la norme IFRS qui détermine en fait la façon dont on doit évaluer et comptabiliser des contrats d'assurance. Cette norme était une norme transitoire parce que en fait on n'avait pas réussi à se mettre d'accord, notamment en 2005, sur la notion de juste valeur du contrat d'assurance. Et comme il y avait un certain nombre d'oppositions, on va dire, ou de positions assez concurrentes, je dirais, en termes d'analyse de ce que c'est que l'assurance et de la façon dont on doit restituer les informations, eh bien, on était parti sur un compromis historique qui était de dire, bah écoutez, comme on ne sait pas encore bien ce que c'est que la juste valeur d'un contrat d'assurance, et pourquoi on s'intéresse à la juste valeur du contrat d'assurance? Parce que les IFRS s'intéressent essentiellement justement à cette notion de juste valeur, à cette valeur de marché. Alors on sait dire la valeur de marché d'un placement coté, puisque généralement il suffit d'aller sur des sites comme Reuters ou Bloomberg pour obtenir la valeur de ce titre. Mais par contre, c'est vrai que comme il n'y a pas de marché à proprement parler du contrat d'assurance, je ne peux pas vous vendre mon contrat d'assurance et vous pouvez pas non plus échanger votre contrat d'assurance contre le mien. Donc la question était de dire finalement qu'est-ce que ça vaut un contrat d'assurance. Et comme on n'arrivait pas à se mettre d'accord, le régulateur a dit bon bah écoutez, ce qu'on va faire c'est que dans l'intervalle entre 2005 et puis une date qui restera à déterminer, on va partir du principe que ce que l'on fait dans le terme de calcul et de valorisation et de comptabilisation en normes locales pour enregistrer les opérations d'assurance, eh bien on va continuer à faire ça en IFRS. Et puis finalement, du coup, il suffira de faire la comptabilité sociale en normes locales pour produire finalement les comptes IFRS sur la partie assurance. Alors, ça a tenu un certain temps, jusqu'en 2022, donc 17 ans. Et puis, l'organisme qui se charge de construire ces normes internationales a dit, à un moment donné, il faudra quand même qu'on aboutisse sur cette notion de effectivement de juste valeur du contrat d'assurance. Et entre-temps, dans le contexte européen, est arrivé Solvabilité 2. Et Solvabilité 2, justement, a expliqué ce que c'était que la juste valeur d'un contrat d'assurance, et on pourrait la définir comme la valeur actuelle des flux futurs susceptibles d'impacter le contrat d'assurance. C'est-à-dire, ces flux, qu'est-ce que c'est? C'est de la sinistralité, probablement, puisque j'assure des choses futures et incertaines, et puis aussi ce sont des frais exposés pour gérer le contrat. Et ces flux futurs, on va les actualiser, en fait, en choisissant un taux d'intérêt qui est généralement un taux sans risque. Et ça va nous donner en fait la valeur vue à aujourd'hui de ces flux futurs, de ces décaissements futurs que j'aurai sur les contrats. Donc à partir de ce moment-là, ça a débloqué la... Oui, pardon, excuse-moi, Eric. Non, je ne veux pas te couper. C'était juste pour constater qu'effectivement,
il y avait donc un sujet sur le périmètre, Oui. donc qui a donc évolué. Et là, tu étais déjà en train de parler donc des éléments autour de l'évaluation prospective, puisque quand tu me Oui. parles de flux futur, Tout à donc fait. ça veut dire qu'il y a des cash flows à projeter et à réévaluer, et Absolument. qui méritent donc en fait plus d'éclaircissement. Oui, absolument. Et l'idée, en fait, quand je dis Solvabilité 2 a contribué à débloquer IFRS 17, c'est que effectivement, l'argument qui consistait à dire la juste valeur d'un contrat d'assurance, on ne sait pas ce que c'est. Avec Solvabilité 2, on avait quand même quelque chose qui nous expliquait ce que c'était que cette juste valeur. Et donc, à partir de là, en mai 2017, eh bien, l'IASB, donc qui est l'organisme qui produit les normes internationales, a dit écoutez, voilà, nous on a une vision aussi de ce que c'est qu'un contrat d'assurance et de la juste valeur de ce contrat. Et donc, ça s'appellera IFRS 17 et on vous invite donc à mettre en place cette norme en 2021. Et puis il y a eu un certain nombre de choses entre-temps, comme la Covid bien sûr, des demandes d'éclaircissement aussi des Européens sur la façon de mettre en place IFRS 17. Et de report en report, on est arrivé à une date d'application obligatoire au 1er janvier 2023, date à laquelle en fait IFRS 4 a disparu au profit d'IFRS 17. Et donc, la raison pour laquelle aujourd'hui on parle d'IFRS 17, c'est que c'est la norme de référence pour évaluer donc ces opérations d'assurance. Et on va voir qu'il y a plusieurs sujets. Il y a un sujet de valorisation, bien sûr. Il y a un sujet aussi de périmètre. Qu'est-ce que je peux mettre dans ce périmètre d'application d'IFRS 17 et puis après, il y a un très gros sujet aussi de détermination de la rentabilité ou en tout cas de la performance de l'exercice comptable, réalisé au cours de l'exercice comptable avec IFRS 17. Et donc, c'est notamment les sujets qu'on va développer juste après. Ok, très bien. Alors, peut-être un premier sujet. Donc, quels sont les contrats qui entrent dans le périmètre d'IFRS 17 ? Bien déjà, tous les contrats d'assurance, c'est-à-dire tous les contrats pour lesquels il existe un risque technique d'assurance, donc un aléa véritable. Donc là-dedans, on va retrouver l'assurance dommage, évidemment, l'assurance responsabilité civile, l'assurance décès également, puisque même si on sait tous qu'on mourra un jour, on ne sait pas quand. Et donc, il y a bien un aléa également viager. Et puis également, les contrats qui prévoient, par exemple, le versement d'une rente viagère ou même d'une rente certaine, vont être concernés par cet aléa aussi, puisqu'on ne sait pas a priori combien de temps la personne va survivre. Donc tous ces contrats, en fait, sont nativement embarqués dans IFRS 17. Et puis, dans IFRS 4, il y a eu beaucoup de débats sur est-ce que les contrats d'épargne, ce qu'on appelle l'assurance par capitalisation en France, donc les contrats en euros, les contrats en unité de compte, les contrats de retraite supplémentaire, finalement l'IASB disait mais en fait ça c'est pas de l'assurance, en fait ce sont des opérations de placement, c'est plus de la gestion d'épargne et donc du coup ça devrait pas entrer dans le périmètre d'IFRS 17. Donc ces sujets aujourd'hui sont dépassés puisque il a bien été conçu dès le début dans IFRS 17 le fait que ces contrats qui sont des contrats d'épargne, sont bien rattachés à IFRS 17 et constituent donc des contrats d'assurance. Alors plus spécifiquement, on parle de contrats avec une clause de participation directe aux bénéfices, ce qui permet effectivement de rattacher l'essentiel des contrats d'assurance vie à IFRS 17 actuellement. Donc on a pour le coup un périmètre de couverture d'IFRS 17 qui est un peu plus favorable qu'IFRS 4 puisque il n'y a plus de questions sur les contrats participatifs. Et puis même dans certains cas, on a mis dans IFRS 17 par exemple les contrats d'assistance qui étaient exclus d'IFRS 4. Donc voilà, aujourd'hui on retrouve quand même dans IFRS 17 l'essentiel des contrats d'assurance commercialisés par exemple par les assureurs français. Alors, si très bien, juste une question. Oui, juste une question par rapport à ça, du coup. Donc, ça veut dire que, à ton avis, le sujet du périmètre, il est vraiment clair aujourd'hui entre l'IFRS 15, l'IFRS 17, l'IFRS 9 pour les placements et les actifs. Tout est vraiment clair à ce niveau. Oui,
A priori, oui. Il n'y a plus de débat, en tout cas. Alors, il reste quand même certains contrats, ponctuellement, comme ce qu'on appelle les contrats en unité de compte, pour lesquels il n'y a vraiment j'allais dire, aucun risque d'assurance ou aucun risque lié, par exemple, à l'aléa viager, ce qu'on appelle les contrats en unité de compte purs ou les contrats financiers purs, pour lesquels finalement le seul risque auquel est exposé l'assureur finalement, c'est un risque financier et en fait c'est même pas l'assureur qui prend le risque financier puisque c'est plutôt l'assuré qui subit les évolutions, on va dire, de la valeur de son contrat qui est déterminée, elle, par la valeur des actifs sous-jacents. Donc en fait, ces contrats-là, effectivement, qui n'étaient déjà pas dans l'IFRS 4, restent exclus d'IFRS 17. Okay. Mais en dehors de ces cas particuliers, il n'y a plus de débat sur le périmètre d'application d'IFRS 17. Ok, très bien. Alors, je vous parlais tout à l'heure de juste valeur du contrat d'assurance. Qu'est-ce que c'est que la juste valeur du contrat? Eh bien, là, je vous ai fait un petit schéma que j'ai voulu le plus pédagogique possible pour expliquer finalement la rupture un petit peu qu'a introduit IFRS 17. C'est que si vous allez sur la gauche du support, vous voyez en grisé, là, vous avez dans IFRS 4, en fait, la liste des principales provisions techniques qui qui étaient comptabilisées au titre d'IFRS 4. Et donc, ces provisions techniques, ben, c'était les provisions techniques telles qu'elles étaient calculées en normes françaises, ou en normes italiennes, ou en normes allemandes, le cas échéant. Et donc, quand on faisait de l'assurance non-vie, la principale provision technique qu'on calcule, c'est une provision pour sinistre à payer, puisque la promesse qu'on fait à l'assuré, c'est d'indemniser en cas de sinistre. Et puis on avait les provisions pour primes non acquises, qui sont des dispositifs qui permettent en fait de rattacher correctement la prime à l'exercice comptable. Côté assurance vie, on avait ce qu'on appelle les provisions mathématiques, ou les provisions d'assurance vie, et puis la participation au bénéfice, qui est finalement la part majoritaire de la performance financière de l'assureur, c'est-à-dire son résultat financier essentiellement. Son résultat financier, en fait, il va en réserver en moyenne 90% pour les assurés, et il ne prélèvera lui au titre de sa propre rentabilité que 10% de ce résultat. Et donc cette participation au bénéfice, elle obéissait à des calculs on va dire locaux, liés à la réglementation locale. Et puis on comptabilisait aussi ce qu'on appelait la participation au bénéfice différé ou PB différé, qui était la quote-part des assurés dans la revalorisation des placements détenus par l'assureur. Tout ça disparaît au profit donc d'une méthode qu'on appelle la méthode centrale, ou alors on parle aussi de GMM, General Measurement Model, ou Building Block Approach, BBA. Donc c'est une méthode de valorisation donc qui a été introduite par IFRS 17 et qui est normalement la méthode centrale. Cette méthode, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, vous allez d'abord calculer ce qu'on appelle un best estimate, c'est-à-dire en fait une projection des flux futurs probables associés au contrat d'assurance. Alors, pour être plus précis, à un groupe de contrats d'assurance, on verra un peu plus loin comment on regroupe ces contrats, justement. Donc, en fait, je vais avoir besoin d'une modélisation actuarielle des flux futurs, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait arriver en termes de sinistralité, quels sont les frais que je pourrais être amené à à payer pour gérer le contrat. Et je vais actualiser ces flux futurs sur la durée de l'engagement. Alors, sur un contrat d'assurance dommage, c'est généralement 1 an. Sur un contrat d'épargne, et a fortiori sur un contrat d'épargne retraite, ça peut être sur plusieurs années, voire sur plusieurs décennies. La question, après, on va le voir, ça sera à quel taux d'intérêt je vais utiliser finalement pour actualiser les flux. Et donc là, pareil, on reverra un peu plus loin les choix possibles en termes de taux d'intérêt. Et ça va me donner donc la valeur actuelle de ce que je pense être mon engagement vis-à-vis de l'assuré. Donc c'est une première étape. C'est pour ça qu'on parle de bloc. C'est le premier bloc. C'est le best estimate actualisé. Et ensuite, on se pose la question, puisque ce qu'on cherche à calculer, c'est la valeur de marché, la juste valeur, en fait, de ces engagements. Or,
L'idée, c'est de dire, si c'est la valeur de marché, normalement, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui, si je devais me séparer, de cet engagement, je le transférerais à quelqu'un d'autre qui l'accepterait, entre guillemets, un autre assureur, par exemple. Cet autre assureur, il serait peut-être pas d'accord pour que je lui donne simplement en cash ou sous forme d'actif le montant du best estimate, parce qu'il va se dire, même si vous avez calculé les choses correctement et que vous êtes un très bon actuaire, ce qu'on assure, c'est le futur et c'est incertain. Donc, il va réclamer une marge, en fait, une marge de prudence, une marge d'incertitude, et c'est ce qu'on va appeler l'ajustement pour risque. Donc ça, c'est le deuxième bloc. C'est-à-dire, c'est de dire, voilà, le calcul du best estimate, c'est un calcul interne. Le deuxième calcul, qui est l'ajustement pour risque, c'est ce qui me permet de valoriser véritablement au prix de transfert l'engagement technique que j'ai vis-à-vis de l'assuré. Et puis ensuite, la dernière étape, et ça sera le troisième bloc, une fois que j'ai calculé mon best estimate et mon ajustement pour risque, je vais comparer la somme de ces deux éléments, de ces deux blocs, à la prime que j'ai reçue, nette des commissions d'apport, donc des commissions de commercialisation, que j'ai versées à mes apporteurs d'affaires. Et donc, si la somme du best estimate et de l'ajustement pour risque est inférieure à la prime nette de commission, eh bien, la différence va s'appeler la marge contractuelle de service, ou CSM aussi, Contractual Service Margin. Qu'est-ce que c'est que cette marge contractuelle de service? Eh bien, ce sont les profits futurs attendus sur le contrat d'assurance. C'est-à-dire, grosso modo, j'ai vendu quelque chose à un prix qui devrait faire en sorte que, in fine, j'aurai un résultat positif sur l'opération. Alors, cette marge contractuelle de service, elle ne peut exister, évidemment, que si la prime est supérieure à la somme du best estimate et de l'ajustement pour risque. Dans le cas contraire, eh bien, ça veut dire qu'a priori, la prime est insuffisante pour couvrir l'engagement, et dans ce cas-là, je vais constater une perte immédiate dès la souscription du contrat. Il y a plusieurs commentaires par rapport à ça. C'est effectivement que la décomposition en IFRS 17 semble plus compliquée. Et puis surtout, elle introduit donc beaucoup de nouvelles valeurs, beaucoup de nouvelles notions qu'on ne trouvait pas dans le provisionnement de base. Parce qu'à la base, on avait un provisionnement qui pouvait en fait avoir des types de provisions différentes, mais in fine, dans l'évaluation au bilan, le principe était toujours le même. Ça représentait les engagements de l'assureur vis-à-vis de des clients. Or là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on considère que le best estimate étant les provisions correspondent à un estimateur statistique mathématique. Et donc, ils sont donc entachés d'un risque d'erreur dans leur évaluation. Et c'est la raison pour laquelle on va donc différencier un best estimate qui va correspondre globalement à l'espérance mathématique et puis une mesure de l'incertitude autour de cet estimateur-là qui va être l'ajustement pour risque. Et les deux additionnés vont en fait permettre ou comparer globalement en fait aux actifs, la valeur des actifs, des primes dans les actifs, à mettre en place une marge de service, une marge contractuelle de service qui est liée aux engagements. Mais du coup, que traduit exactement cette marge-là? Quel est son poste dans le bilan? Alors, cette marge, d'abord, elle fait intrinsèquement partie des provisions techniques. C'est-à-dire que avant, je dirais, on est passé d'un système où on était plutôt grosso modo à une vision déterministe et puis rétrospective, c'est-à-dire que la provision c'était le reflet des déclarations de sinistre grosso modo que j'avais reçues dans l'exercice écoulé. Dans IFRS 17, en fait, dès lors que je reçois la prime, je me projette sur ce qui pourrait se passer dans le futur. Donc on est déjà sur deux logiques différentes. Et après, dans les provisions techniques, j'allais dire des normes locales, on sait souvent qu'il y a un excédent, si on est prudent dans la valorisation, on sait qu'il y a un excédent dans les provisions techniques et qu'en fait, il y a des chances pour que ce qu'on paiera in fine soit inférieur à la provision. Sauf qu'on le montre pas en fait. Alors que dans IFRS 17, on va explicitement montrer que ce qu'on a vendu, a priori, c'est rentable et que cette marge contractuelle de service, elle a vocation à se recycler en résultat dans les prochaines années. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de groupes qui communiquent là-dessus en disant, regardez, en fait, dans mes provisions techniques, il y a tant de marges futures qui vont venir se alimenter les résultats, les comptes de résultats dans les années futures. Et donc, du coup, évidemment, vis-à-vis d'un investisseur, ça a un intérêt immédiat, c'est que l'investisseur va se dire, si j'investis dans cette structure, finalement,
je peux espérer raisonnablement toucher une partie de ces profits futurs. Okay. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que c'est une couche qui vient après d'autres couches en dessous. Et donc, potentiellement, au fur et à mesure que les pauses qui sont en dessous sont réévaluées, en fait, la taille de cette tranche pourra aussi bouger. Oui. Alors, je vois sur le chat là qu'il y a une question en disant quelle est la différence entre la risk margin de S2 et le risk adjustment de IFRS 17. Alors, on verra que la logique sous-jacente est la même. C'est la modalité de calcul, ce sont les modalités de calcul qui différeront, mais j'y reviendrai un peu plus loin. Ok, très bien. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de regroupement de contrats, parce qu'évidemment, on va pas faire ces calculs complexes contrat par contrat. On va essayer de faire ça à l'échelle d'un portefeuille. Ce portefeuille, en fait, il est organisé, enfin en tout cas, il va être regroupé selon des critères qui sont, pour le coup, fournis par la norme. Alors, la norme dit, en fait, vous pouvez mettre ensemble des contrats qui présentent des risques similaires à une gestion commune. Par exemple, des contrats d'automobile. Mais dans ces contrats automobiles, on va peut-être distinguer les contrats automobiles des véhicules des particuliers versus les contrats qui couvrent les deux roues, parce que les risques, pour le coup, ne sont pas tout à fait les mêmes, évidemment. Dans le cas des deux roues, le risque, c'est plutôt un risque de dommage corporel, alors que sur les contrats automobiles classiques, on a d'abord un risque de dommage au bien et accessoirement un risque de dommage corporel. Deuxième contrainte instaurée par la norme, c'est de dire vous ne pouvez regrouper ensemble que des contrats qui ont été émis dans le même exercice de souscription. Vous ne pouvez pas mutualiser dans un même groupe des contrats qui ont été souscrits en 2021 avec des contrats qui sont souscrits en 2024. Donc, ce qu'on appelle la notion de cohorte annuelle. Alors, on va voir que cette notion de cohorte annuelle, elle a été un petit peu aménagée en Europe, et je vous expliquerai pourquoi dans quelques instants. Et enfin, dernière chose, la norme explique que si, dès le début, dès la souscription ou a priori en cours de vie du contrat, il y a un risque pour que le contrat devienne onéreux, c'est-à-dire qu'en fait on perd de l'argent sur le contrat, eh bien on doit mettre, en fait, on doit créer des groupes séparés entre ces contrats, des contrats qui seraient dès le début en fait vendus à perte. Bon, évidemment, on n'en vend pas des contrats comme ça. Je le dis un petit peu sous forme de boutade. Ceux qui pourraient le devenir, donc ça c'est un peu plus compliqué. Puis il y a ceux pour lesquels, a priori, il n'y a pas de risque que ça devienne onéreux. Donc on va être obligé de séparer, en fonction de la profitabilité attendue des contrats, faire plusieurs groupes. Alors l'autre contrainte aussi, c'est que tous ces groupes de contrats qu'on a créés, en fait, ils sont créés au démarrage. Par exemple une année, en 2024, et le groupe se fermera à la fin de 2024. Je ne pourrais pas y faire rentrer du 2025 ou du 2023. Donc en fait, le groupe s'éteindra avec l'extinction du dernier contrat, en fait, du groupe. Donc ça, c'est un point qui est important. Alors, cette règle posait un certain nombre de problèmes, et notamment c'est la règle des cohortes annuelles posait un certain nombre de problèmes aux assureurs vie. Alors, d'abord parce que chez les assureurs vie, il n'est pas rare de trouver des contrats qui ont été souscrits dans les années 80 ou 90, donc qui ont plus de 30 ans. Donc, si vous faites effectivement ces critères, si vous utilisez ces critères de constitution des groupes, vous allez vous retrouver potentiellement avec plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de groupes de contrats, avec des calculs complexes à réaliser sur chacun de ces groupes, et puis surtout, en fait, l'argument massu, c'était de dire finalement, nous, assureurs vie, on gère quand même ces différents millésimes de contrats globalement, et ça participe à la mutualisation globale du portefeuille. Et donc, on ne veut pas de cette obligation de cohorte annuelle. Et donc, ils ont obtenu gain de cause en Europe, puisque le régulateur comptable européen a rendu la disposition des cohortes annuelles optionnelle pour les contrats participatifs. Donc, un premier enjeu qui est un enjeu de regroupement, effectivement, de contrats, et ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui un petit peu derrière nous, on va dire, puisque le travail, notamment, de regroupement, aujourd'hui, il est clairement défini. Et donc, comme je vous le disais, en assurance vie, sur les contrats d'épargne, eh bien, on ne distingue pas les contrats par millésime.
en tout cas par exercice de souscription. Après, s'il y a peut-être juste un commentaire à faire Oui, par rapport bien à sûr, ça, c'est que sur ces agrégations-là, sur ces regroupements de contrats, il faut avoir en tête que, par exemple, le best estimate sous solvabilité 2, on était déjà amené à regrouper les contrats sous catégorie de risque homogène, donc de façon à bien évaluer donc le best estimate et le risque associé, puisque solvabilité 2 est une mesure de la volatilité. Ici, il faut quand même voir que la granularité est beaucoup plus fine, puisqu'on rajoute des critères. Et donc, il ne faudra pas simplement reprendre dans sa classification S2 pour la classification IFRS 17. Il y aura un travail beaucoup plus fin et un travail de réconciliation à faire entre les deux. Absolument. La granularité est plus fine, effectivement, dans IFRS 17. Donc une fois qu'on a fait ces regroupements homogènes, de groupes de contrats homogènes, on va se poser la question de savoir comment on va les valoriser. Et donc je vous ai dit tout à l'heure, il faut faire un best estimate, un ajustement pour risque et puis une marge contractuelle de service. Sauf qu'en fait, dans la pratique, c'est un peu plus complexe que ça, puisque on va se poser un certain nombre de questions au moment où on va regrouper les contrats. Et notamment, si ce sont des contrats participatifs, donc des contrats d'assurance vie par capitalisation, ou des contrats d'épargne ou d'épargne retraite, eh bien, dans la plupart des cas, ces contrats feront l'objet d'une méthode de valorisation particulière qu'on appelle la VFA, pour Variable Fee Approach ou approche de la commission variable, et qui est la méthode qui s'applique en particulier à ces contrats. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement en 2 mots? Tout à l'heure, je vous ai dit, en fait, dans le best estimate, on projette des flux de sinistres et des flux de frais. Dans la VFA, on va projeter des flux de sinistres, donc des rachats, des décès, par exemple, des contrats qui vont arriver à échéance et qu'il faudra rembourser. On va aussi, évidemment, projeter des frais, mais aussi on va projeter, parce que la valeur de ces contrats dépend beaucoup de la valeur des actifs qui est en face, des placements qui est en face. Et donc, on va projeter aussi des hypothèses de rendement des placements, par exemple. Donc, ça sera quelque chose qui sera beaucoup plus complexe à mettre en œuvre, puisque on ne fera pas simplement des projections sur les flux techniques, on fera aussi des projections sur la performance des actifs liés à ces contrats. Le deuxième critère, après, ça va être de dire, est-ce que par hasard, dans tous les contrats que je commercialise, il n'y en aurait pas qui seraient des contrats non participatifs, donc plutôt des contrats non-vie, dont la durée n'excède pas 1 an. Alors, c'est notamment le cas de tous les contrats classiques multirisque habitation, automobile, à destination des particuliers, par exemple. Et donc, dans ce cas-là, on va pouvoir appliquer une méthode simplifiée, et qui sera, effectivement, on va le voir un peu plus loin, très simplifiée du coup, et qui sera plutôt intéressante, et ça sera d'ailleurs la méthode que cherchera à appliquer l'assureur non-vie sur ces contrats IARD. Et puis, voilà, si par contre, j'ai pas de solution, que j'ai par exemple un contrat d'assurance emprunteur. Un contrat d'assurance emprunteur, c'est pas forcément un contrat participatif. Parce que la clause de participation bénéfice, quelquefois, elle n'existe pas. Donc, du coup, je peux pas utiliser la méthode que j'utilise pour les contrats d'épargne, la VFA. Évidemment, c'est un contrat qui dure beaucoup plus qu'1 an, il va durer le temps de l'emprunt, en fait. Donc, la méthode simplifiée ne peut pas s'appliquer. Donc, par défaut, j'utiliserai la méthode qu'on a vue tout à l'heure, donc la méthode centrale, avec best estimate, ajustement pour risque et marge contractuelle de service. Et oui, pardon, tu voulais intervenir peut-être. Non, c'est juste parce qu'on avait une question dans le chat, oui. Ah oui, justement, qui revenait sur la notion d'agrégation et qui disait, donc, sous S2, on est en LOB, ouais. sous IFRS 17, on n'est pas contrat. Alors, comment est-ce qu'on gère des contrats qui couvrent plusieurs LOB à la fois? En fait, c'est le problème, effectivement, c'est-à-dire que ce qu'on va pouvoir peut-être faire, c'est capitaliser effectivement sur les outils qu'on utilise pour les calculs solvabilité 2, puisque généralement, il y a un générateur de scénarios économiques, il y a des courbes de taux qui ont déjà été saisies dans le système, j'ai des flux, mais effectivement, je vais être obligé de changer l'agrégation. Donc, dans ce cas-là, je vais être obligé de créer soit une règle
de regroupement ou au contraire une règle de ventilation sur au niveau de ces lobes éventuellement qui eh bien ne se combine pas forcément très bien avec la façon dont j'ai regroupé mes contrats sous IFRS 17. Néanmoins, sous IFRS 17, l'idée, ça n'est pas forcément de raisonner par lobe, et notamment, l'idée, ça sera peut-être justement, parce qu'on n'a pas cette contrainte-là, c'est de se dire sur la responsabilité, par exemple, sur des contrats automobiles, il est clair que la plupart du temps, sur la garantie responsabilité civile, ce sont des contrats qui présentent des S sur P ou des ratios combinés plutôt défavorables. Et par contre, le dommage au bien génère des résultats positifs. Donc, comme je n'ai pas de contraintes vis-à-vis de la nomenclature en LOB officielle européenne, je peux très bien regrouper dans un même groupe de contrats les garanties, responsabilité civile, dommage au bien. De la même façon, sur des contrats d'assurance médicale, par exemple de frais médicaux, de santé complémentaire, je vais pas raisonner par garantie, je vais plutôt raisonner toutes garanties confondues, et voire même si j'ai plusieurs niveaux de garantie, enfin plusieurs niveaux de prestations, globalement, je sais très bien que sur les garanties de base, je perds de l'argent et j'en gagne sur les garanties complémentaires, donc je vais plutôt raisonner globalement sur le contrat santé, puisque je n'ai pas la contrainte des lobes qui est la contrainte des lobes, elle est réglementaire. Tout à fait. En fait, la philosophie n'est pas exactement la même entre les deux normes. Donc là, sous IFRS 17, on laisse plus de flexibilité, plus de liberté aux entités pour définir leur propre catégorie. Tandis que sous S2, en fait, c'est le régulateur qui a défini des normes. Et très souvent, en fait, qui a défini des normes, et très souvent, on parle de ces normes-là. Et à l'intérieur des normes, on définit des sous-catégories puisqu'on essaie d'isoler donc des poches de portefeuille ou des poches de contrat qui se comporteraient d'un point de vue statistique de façon similaire. Donc, sachant qu'à la fin, il faut donc que dans le reporting qu'on fera, qu'on puisse retomber sur des indicateurs par l'ordre, notamment pour le pilier 3. Oui, la limite, effectivement, c'est que comme Solvabilité 2 instaure une obligation de réconciliation, il y a un moment quand même où il faudra pouvoir, je dirais, faire matcher ou en tout cas expliquer pourquoi il y a des écarts, quoi. Donc c'est vrai que il y aura quand même cette force de rappel qui interviendra. Alors, okay. Je vous ai parlé de l'approche. Là, tu as parlé de la PPA. Oui, la PAA. Bon, je vais aller très vite sur cette partie-là. C'est vraiment une approche très simplifiée. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de sinistre, en fait, on va utiliser des provisions qui sont en fait des provisions pour prime non acquise, et on peut même reporter les frais d'acquisition. Donc en fait, on peut se raccrocher finalement sur ces contrats qui ne durent pas plus d'un an à des règles de valorisation des provisions techniques qui sont les règles françaises et qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans d'autres pays qu'en France. Donc ça, c'est assez simple à mettre en place. Alors l'idée aussi, c'est de dire à partir du moment où par contre il va y avoir des sinistres, là je ne pourrais pas échapper à la constatation d'un best estimate et d'un ajustement pour risque. Le best estimate pouvant être considéré comme la provision pour sinistre à payer dossier par dossier, par exemple. Et puis, l'ajustement pour risque, eh bien, on pourrait considérer que c'est l'IBNR ou en tout cas des provisions pour sinistre tardif. Et en plus, on n'est même pas obligé d'actualiser les flux futurs. Donc du coup, effectivement, il y a quand même un caractère de simplification important qui a été adossé à cette approche simplifiée. Et on comprend aussi pourquoi l'essentiel des assureurs non-vie a recours à cette possibilité, y compris d'ailleurs pour la réassurance scellée, puisque les traités de réassurance étant majoritairement des traités annuels, eh bien, mécaniquement, il coche la case, effectivement, contrat qui n'excède pas 12 mois. Mais néanmoins, le fait qu'on propose une approche simplifiée, ce serait trop beau si on n'avait pas néanmoins l'obligation de le justifier, mon cher Gaël. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'il faut au moins démontrer que ce sont des contrats effectivement qui ne durent pas plus d'un an. Et puis il faut aussi
expliquer en quoi finalement cette méthode simplifiée est une bonne approximation de la méthode centrale, en disant que finalement la durée fait que l'impact d'actualisation va être réduit. Ensuite, si on a une distribution relativement linéaire des sinistres et des frais, eh bien, effectivement, le fait de comptabiliser des PPNA, des phares, et puis, je dirais, des provisions pour sinistres à payer sur un mode plutôt déterministe, c'est pas très gênant finalement, et ça constitue une bonne approximation. Donc, oui, il y a un petit peu de documentation à faire, mais la pratique de place aujourd'hui, c'est de dire, bon, l'argument massu, c'est ça dure pas plus d'un an, donc c'est éligible. Alors là où par contre il y a beaucoup plus de difficultés, c'est sur la VFA, donc qui est la méthode qui s'applique au calcul des provisions techniques des contrats d'assurance vie, et notamment donc des contrats liés aux opérations d'épargne, parce que là, pour le coup, comme je vous le disais, il faut aussi projeter les flux liés à l'actif, donc les flux notamment de rendement des actifs. Et donc là, on est quand même sur des modèles qui sont beaucoup plus complexes. Et puis, ça, je pense que Eric qui en parlait beaucoup plus que moi, il y a aussi le sujet des flux futurs, puisque dans Solvabilité 2, sous certaines conditions, on ne projette pas, par exemple, de versement libre. Là, en théorie, on a une approche qui est beaucoup plus économique, on va dire, et si on considère effectivement, notamment sur des contrats récents, comme les plans d'épargne retraite, qu'il y aura forcément des versements libres dans le futur, eh bien, il faudrait effectivement projeter et donc ces versements libres, donc venir augmenter le montant des provisions techniques. La question fondamentale qu'on se pose après, c'est qu'est-ce que je mets en face à l'actif, en fait. Et donc, ce qu'on mettrait en théorie en face à l'actif, c'est une créance potentielle sur l'assuré au titre des versements futurs attendus sur les contrats. C'est vrai que cette approche, elle est quand même beaucoup issue des contraintes d'ALM qu'on a sur ce type de contrat, puisque contrairement, par exemple, en fait, à la santé ou aux produits enfin, non-vie en général, où finalement le seul vrai risque financier qu'on ait au passif, c'est le taux d'intérêt. Ici, on se retrouve en fait avec une partie des actifs, enfin des risques de l'actif qui sont en fait au passif, parce que c'est l'engagement qu'il y a vis-à-vis des assureurs. Il faut donc pouvoir les comptabiliser de façon adéquate. Ce qui conduit aussi à faire un lien très très fort avec les méthodes d'évaluation des actifs, donc avec les normes IFRS et donc avec les notions de qu'est-ce qu'on comptabilise en juste valeur, qu'est-ce qu'on comptabilise en OCI, qu'est-ce qui passe en résultat et puis qu'est-ce qui reste finalement dans les fonds propres. C'est ça. Donc là, tous ces éléments-là ont justifié voilà, qu'il y ait une méthode dédiée pour cela. Ouais. Alors, quelques rappels donc sur le best estimate, comme vous l'avez vu, donc c'est la meilleure estimation des flux futurs probables liés au contrat. Donc là-dedans, il y a effectivement la sinistralité, il y a aussi les frais directement rattachables au contrat. Donc là, du coup, ça implique que pour le contrôle de gestion, eh bien d'aller effectivement faire des analyses complémentaires en disant sur tous les frais généraux que j'enregistre chaque année, quels sont ceux que je peux affecter, on va dire, à base de clés de répartition objectives au groupe de contrats, pas simplement à la partie assurance, mais au groupe de contrats en particulier. Donc ça, c'est assez compliqué à faire, effectivement. Certains arrivent à affecter 50% de leurs frais généraux, d'autres arrivent à affecter environ 80%. Et puis ensuite, il faut que je choisisse un taux d'actualisation. Alors, dans l'environnement Solvabilité 2, le taux d'actualisation, il est assez simple je dirais, il n'y a pas beaucoup de, comment dire, de difficultés, puisque c'est le régulateur européen qui vous fournit en fait les courbes de taux. Ce sont des courbes de taux sans risque. Alors le problème, c'est que dans IFRS 17, ça va pas suffire, parce que dans IFRS 17, en fait, on va vous dire, mais le taux d'actualisation, ça peut pas être le taux d'actualisation sans risque. Il faut que ça soit un taux courant. Et donc, il va falloir trouver une courbe de taux qui soit pertinente pour actualiser les flux futurs des contrats. Par exemple, si c'est des contrats qui durent 10 ans, bah, c'est peut-être la courbe des taux, la courbe des swaps à 10 ans, c'est peut-être la courbe des obligations d'État à 10 ans. En tout cas, il faut que ça soit une courbe qui soit cohérente avec la nature, la durée,
finalement de ce qui est attendu en termes de flux et en termes surtout d'arrivée à échéance du contrat. Donc c'est un peu plus compliqué puisqu'il faut choisir cette courbe et finalement en dehors de principes assez génériques, les assureurs sont un petit peu laissés ou livrés à eux-mêmes sur le choix de la courbe. Alors la pratique là-dessus, très clairement aujourd'hui qui se dégage, c'est les assureurs prennent la courbe de taux sans risque qu'ils utilisent pour actualiser les flux dans Solvabilité 2 et ils rajoutent à cette courbe donc une prime d'illiquidité, c'est-à-dire en fait un complément de taux d'intérêt qui vient normalement montrer que ça correspond au caractère non liquide du contrat d'assurance. Comme je vous le disais tout à l'heure, votre contrat d'assurance, vous pouvez pas le vendre à quelqu'un d'autre, vous pouvez pas l'échanger. Donc en fait, l'illiquidité du contrat justifie en fait un taux d'intérêt supplémentaire, puisqu'on rémunère effectivement quelque chose qui ne peut pas être vendu. Et donc c'est la pratique aujourd'hui qui est observée, c'est de dire je prends les courbes que j'avais dans Solvabilité 2, c'est ce que j'ai dans mes systèmes de gestion, et j'y rajoute un complément, et ça va me donner la courbe de taux que j'utilise pour actualiser les flux dans IFRS 17. Alors là, je vous le dis tout de suite, il n'y a aucune comparabilité possible, puisque si vous regardez les dernières publications des groupes d'assurance, chacun a des taux, chacun présente des taux qui sont ses taux à lui, mais qui ne sont pas forcément ceux du voisin. Donc ça, c'est un vrai sujet de comparabilité parce que déterminer la courbe de taux adéquate et le deuxième sujet, c'est expliquer comment on en est arrivé à rajouter un complément au titre de la prime d'illiquidité. Ça, concrètement, c'est un petit peu stratégique et on n'a pas forcément beaucoup d'informations sur la construction de la courbe de taux sous IFRS 17 pour l'instant dans les premières publications qui sont sorties récemment. Le sujet suivant, c'est le risk adjustment. Voilà. Donc justement, comment l'expliquer? Puisque tu avais déjà dit qu'il y avait beaucoup de souplesse au niveau de la courbe des taux. Donc, qu'est-ce qu'il en est de l'ajustement pour le risque? L'ajustement pour le risque, pour le coup, là, il y a encore, c'est même plus une question de souplesse, c'est qu'on vous dit, grosso modo, débrouillez-vous. Puisque on ne présente aucune méthode, on ne préconise aucune méthode, on vous dit simplement c'est le montant que l'assureur serait prêt à payer pour être libéré du risque de voir les flux de trésorerie futurs supérieurs à leur estimation. C'est-à-dire, grosso modo, je suis prêt à payer un peu plus pour être débarrassé du risque, mais on vous explique pas comment ça se calcule. Et donc là, je dirais qu'il y a plusieurs méthodes qui peuvent être utilisées. Là, c'est à vous de vous déterminer en tant que producteur de compte en fonction de ce que vous pensez être la bonne méthode. Ça peut être aussi un mix de plusieurs méthodes. Donc ici, je vous ai présenté la méthode du quantile, la méthode de la valeur exposée au risque, la méthode du coût en capital, qui est la méthode qui est utilisée dans Solvabilité 2, par exemple. C'est à vous de choisir l'une de ces méthodes ou un mix de ces méthodes. Et là aussi, alors on vous dira dans les états financiers, on vous dira dans les annexes, nous on a choisi par exemple la méthode de la valeur exposée au risque. Mais c'est pas forcément ce qu'aura choisi votre concurrent. Donc là aussi, c'est un deuxième niveau, je dirais, de non-comparabilité après le choix du taux d'intérêt. C'est cette méthode de calcul de l'ajustement pour risque. Alors, on peut voir les choses d'un point de vue positif, c'est-à-dire qu'on a une certaine latitude et donc on va l'utiliser. Le côté négatif, c'est que comme chacun fait ce qu'il veut, du coup, la comparabilité n'est pas au rendez-vous là non plus. Après, ce qu'on peut peut-être dire aussi, c'est que il y a quand même moyen de se raccrocher aux travaux qui sont faits dans le cadre de Solvabilité 2. Oui. Puisque dans le cas de Solvabilité 2, on a en fait une marge qui est définie selon une méthode qu'on peut utiliser. Ceux qui sont en modèle interne ont souvent des approches soit donc en coût du capital ou en quantile puisqu'ils ont la distribution statistique. Et puis surtout, il est également possible de se rapprocher de l'ORSA, puisque dans l'ORSA, pour définir en fait le besoin global de solvabilité, on se fixe en fait un seuil d'appétence, d'appétence au risque spécifique, et ça permettrait d'avoir en fait une approche qui est cohérente. Mais c'est vraiment à la main de l'entité de définir ces éléments-là.
Absolument. Et de les garder cohérents au cours du temps, puisque finalement, c'est ce qui sera important. Oui. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que cette couche, elle vient juste avant la CSM. Donc, la faire bouger, ça fait bouger la CSM. Et typiquement, il faudra donc faire très, très attention à comment on explique les variations de CSM. Donc, il faudra être capable d'expliquer les variations d'ajustement de risque. Oui, alors merci d'ailleurs Eric, parce que tu me fais la transition pour le slide suivant, qui est un slide un peu complexe. Que faut-il retenir de ce slide, en fait? C'est que, j'allais dire, par construction, dans Solvabilité 2, l'enjeu, c'est de définir un stock de provisions techniques, avec des règles qui sont par ailleurs clairement présentées par le régulateur européen. La couche de complexité que va rajouter IFRS 17, c'est l'explication de la variation des provisions techniques. Alors dans Solvabilité 2, la variation, elle passe directement dans les fonds propres, c'est-à-dire qu'en fonction du niveau de provision technique, vous aurez plus ou moins de fonds propres. Si les provisions techniques augmentent, les fonds propres se réduisent. Alors ça serait trop beau si ça pouvait être la même chose dans IFRS 17. Malheureusement, dans IFRS 17, en fait, on va retrouver des variations dans les fonds propres, ce qu'on appelle l'OCI, Other Comprehensive Income. On va retrouver une partie de variation dans le résultat financier lié au taux d'actualisation. Et on va retrouver aussi beaucoup d'impact en résultat, puisque notamment transitera en résultat toutes les variations qui finalement sont liées à ce qu'on appelle l'effet d'expérience. L'effet d'expérience, c'est la différence entre les flux projetés et les flux réellement exposés au titre de l'exercice qu'on est en train de clôturer ou de la période que l'on clôture. Donc cet écart estimé réel, en fait, la plupart du temps, en tout cas dans les modèles PAA et les modèles BBA, donc méthode simplifiée et méthode centrale, ces écarts d'expérience viendront alimenter directement le compte de résultat. Et puis, si éventuellement, en cours de vie du contrat, on anticipe qu'on s'est trompé sur les flux futurs attendus et qu'on modifie éventuellement pour les périodes qui resteraient à couvrir ces flux futurs, eh bien là, par contre, ça va venir corriger le niveau des marges futures, donc de la CSM, en disant finalement j'ai peut-être sous-évalué la sinistralité par exemple sur les premiers, en tout cas sur ce que je vois sur les 6 premiers mois, donc je modifie mes hypothèses de sinistralité, ça va venir augmenter mon best estimate ou mon risk adjustment, et en contrepartie de quoi ça diminuera la CSM. Donc là on en a des variations un petit peu dans tous les sens, et la difficulté c'est d'expliquer effectivement quelle est la part de la variation qui impacte le résultat, quelle est la part qui impacte les capitaux propres, et c'est la difficulté principale effectivement d'IFRS 17 aujourd'hui. Donc, enfin, ce qu'on peut dire, c'est oui, ce qu'on peut dire aussi, c'est que par exemple, dans la comptabilité actuelle, enfin, on explique souvent une partie du résultat par les variations des provisions techniques. Et ce qui se passe ici, c'est que on explique aussi une partie de la variation du résultat par cela, mais simplement, en fait, le schéma est un peu plus compliqué. Donc, au lieu d'avoir un impact direct, là, on se retrouve avec le magnifique schéma que Gaël vient de présenter en termes d'aide de décision. Ouais. Et ce schéma, du coup, en plus, n'est pas le même pour la VFA. C'est pour ça que je vous disais que ce schéma, en fait, concernait essentiellement la méthode centrale BBA et la méthode simplifiée PAA. Quand on est en VFA, là, l'idée, c'est de dire finalement, quand il y a des écarts entre l'estimé et le réel, eh bien, ça va venir simplement modifier le niveau de rentabilité, le niveau de marge attendu sur le contrat, et c'est pour ça que la plupart de ces écarts, en fait, vont transiter par la CSM. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, dans Variable Fee Approach, donc approche de la commission variable, c'est quoi la commission variable ? C'est tout simplement le fait que quand je fais des contrats d'épargne, je reçois une prime, je prélève un bout de la prime, moi l'assureur, pour financer mes frais d'acquisition. Ensuite, j'investis prime. Cet investissement va me générer des résultats financiers. Je vais prélever un pourcentage, un morceau de ce résultat financier
que je ne distribuerai pas intégralement à l'assuré. Je vais en garder une partie pour financer mes frais de gestion et puis aussi au titre de la participation bénéfice, enfin de l'écart entre le résultat financier et la participation bénéfice. Et enfin, si vous sortez prématurément, je vous facturerai des frais additionnels. Donc à chaque fois, en fait, que j'entre, que je reste ou que je sorte, en fait, il va y avoir un prélèvement de frais, une commission variable qui est acquise à l'assureur. Et finalement, c'est bien la logique, c'est de se dire finalement, en fonction des flux qui vont se dérouler, que je vais projeter, et puis des flux réels, bah, c'est mon niveau de commission variable qui va évoluer, en fait, et c'est donc normal que ça soit ma CSM, puisque à la fin, lorsque le contrat se terminera, eh bien, c'est bien ce montant-là que je reconnaîtrai finalement en résultat, comme étant la différence entre la performance finalement des actifs et puis ce que j'ai gardé moi, finalement, pour moi, parce que je ne l'ai pas distribué aux assurés. Alors, en synthèse, on a beaucoup parlé, et c'est vrai que dans les échanges, je vois qu'il y a beaucoup de remarques en disant, mais finalement, c'est pas tout à fait comme IFRS, enfin IFRS 17, mais c'est pas vraiment la même chose que Solvabilité 2. C'est vrai, ce tableau le montre, il y a des divergences un peu partout, même si conceptuellement, quand même, l'approche est la même. C'est-à-dire qu'on est vraiment, dans les deux cas, sur une approche prospective, sur des calculs stochastiques, c'est-à-dire sur lesquels on ne va pas figer les hypothèses, mais au contraire, faire évoluer ces hypothèses, calculer des sensibilités aussi, faire des calculs, des analyses de sensibilité par rapport au montant de provision qu'on annonce. Mais on a quand même, au cas par cas, eh bien, des écarts. Par exemple, la date de prise en compte, la date à partir de laquelle je vais calculer les provisions techniques, ben, dans Solvabilité 2, c'est à la signature du contrat. Dans IFRS 17, c'est au début de la garantie, en fait. Dans les deux cas, je vais pas forcément tenir compte des primes futures, sous certaines conditions, mais ces conditions ne sont pas tout à fait identiques entre IFRS 17 et Solvabilité 2. Dans Solvabilité 2, il n'y a pas de notion de marge contractuelle de service non plus. On pourrait se dire le best estimate Solvabilité 2 et le risk adjustment, c'est plus ou moins le best estimate et l'ajustement pour risque dans IFRS 17, mais il n'y a pas de marge contractuelle de service. Enfin, est-ce que le best estimate c'est bien le même? Ben, pas forcément, puisque dans Solvabilité 2, on va projeter tous les frais, on va pas s'intéresser à savoir si les frais généraux sont directement rattachables ou pas au groupe de contrat. On prend tous les frais nécessaires pour arriver finalement au bout du contrat. Donc on a mécaniquement pas les mêmes flux qui sont modélisés dans le calcul du best estimate IFRS 17 par rapport à celui qui est fait dans Solvabilité 2. Et puis enfin, donc on a vu que le taux d'intérêt, ben, évidemment, c'est pas le même non plus. Même si on part dans IFRS 17 d'un taux d'intérêt sans risque, qui est celui utilisé dans Solvabilité 2, on rajoute une prime d'illiquidité qui fait que le taux d'intérêt IFRS 17 est plus élevé que le taux d'intérêt Solvabilité 2. Donc, en théorie, quand j'actualise à un taux plus élevé, mécaniquement, je réduis mon stock de provisions techniques et on s'attend à ce que le stock de provisions techniques IFRS 17 soit inférieur à celui de Solvabilité 2. Alors, dernière chose, peut-être pour terminer, puisque je vois que le temps passe. Tout ça, évidemment, ça se retranscrit dans des états financiers. Alors, quelles sont les principales évolutions? Alors déjà, au bilan, comme dans le compte de résultat, vous allez avoir une agrégation beaucoup plus importante des informations, c'est-à-dire que vous aurez moins de détails dans le bilan et dans le compte de résultat. Si vous voulez du détail, il faudra aller dans les annexes, où on vous expliquera notamment comment les provisions techniques ont varié, quels impacts ça a eu sur la marge future, sur le résultat, sur les fonds propres. Donc ça, il faudra aller dans les annexes pour trouver ça, parce que dans le compte de résultat, on verra qu'on a, somme toute, peu de choses, en tout cas, peu de choses exploitables. Et au bilan, ça sera pareil, parce que par exemple, on vous dira, bien écoutez, si vous avez un groupe de contrats, par exemple, sur lesquels il y a des créances sur les clients, des dettes vis-à-vis des assurés, des sinistres qui n'ont pas été payés, par exemple, encore, et des provisions techniques, vous allez netter tout ça. Donc, normalement, on n'a pas le droit de compenser les actifs et les passifs. Eh bien, IFRS 17 dit, bah si, vous avez le droit de compenser les actifs et les passifs, et de faire une présentation d'actifs nets d'assurance ou de réassurance, et de passifs nets d'assurance ou de réassurance. La seule chose que vous n'avez pas le droit de compenser, c'est
les opérations d'assurance avec la réassurance cédée. Ça reste interdit. Mais pour le reste, en fait, vous allez netter les créances, les dettes, les dépôts espèces, par exemple, les provisions techniques. Vous allez tout netter, en fait, à l'échelle d'un groupe de contrats. Donc, ce qui fait que dans le bilan, finalement, on a une lecture du bilan qui est quand même très agrégée et pour lequel c'est un peu compliqué, effectivement, de se prononcer, finalement. Le compte de résultat. Alors, le compte de résultat, c'est pareil. La grosse évolution du compte de résultat, c'est que il y avait un indicateur qui était très important pour la profession, qui était le niveau de prime. Prime émise ou prime acquise, c'était la première ligne du compte de résultat. Ben là, patatras, cette première ligne, elle disparaît. Il n'y a plus de mention de la prime ou des primes dans le compte de résultat. Je vais me dire comment c'est possible. Eh bien, tout simplement parce que lorsque je vais recevoir une prime, qu'est-ce qui va se passer? Je vais encaisser la prime, je vais payer les commissions que je dois à mes apporteurs d'affaires. Le reste, je vais le mettre directement passif en disant la prime nette de commission, c'est Best Estimate, Risk Adjustment et CSM. Et donc, c'est une écriture bilan à bilan. À partir de là, j'ai un stock de provisions. Ce stock de provisions, plus j'avance dans le temps, plus il a vocation à se réduire puisque à la fin des temps, il n'y aura plus de contrat. Donc, je vais reprendre progressivement mes provisions techniques. Ça explique pourquoi j'ai un produit d'assurance. Et en face de cette reprise de provisions techniques, je vais montrer tous les flux qui sont survenus, en fait, sur l'exercice que je suis en train de clôturer. Donc, des flux de sinistres et des flux de frais. Et la différence entre la reprise de provision et ces flux, ça va me donner mon résultat de souscription. Ensuite, dans les flux, il y a des flux qui ne sont pas directement rattachables au contrat, des frais de structure, par exemple. Eh bien, ça sera présenté sous le résultat de souscription. Alors, on va essayer de montrer le moins de choses possible quand même à ce niveau-là, parce que ça veut dire que si vous avez des montants très significatifs, le lecteur des comptes, qui est aussi un assuré potentiellement, il peut se dire, mais quand je paye la prime, finalement, j'ai l'impression qu'il y a une part de la prime qui sert à financer des frais qui ne sont pas liés en fait à l'activité d'assurance. Donc, ces frais non directement imputables viendront s'imputer sur le résultat de souscription pour déterminer le résultat opérationnel. Et puis, à ce résultat technique d'assurance, on rajoutera le résultat financier issu d'IFRS 9. Donc, on a un compte de résultat qui est totalement remanié par rapport à ce qu'on connaissait jusqu'à présent et qui pose un certain nombre de problèmes d'analyse aussi. S'il fallait un tout petit peu regrouper tout cela et puis en tirer des conclusions, est-ce qu'on va se retrouver avec un effet année 2023 comme on a eu l'effet en 2000 avec la remise à zéro des compteurs dans les ordinateurs, parce que ça change quand même beaucoup de choses dans la valorisation, donc dans la valorisation des passifs, et du coup aussi dans le résultat, la façon avec laquelle on analyse le résultat. Le fait que tu dises par exemple que la prime ne sert plus à grand chose dans l'explication du résultat, par exemple, ça change aussi les indicateurs, puisque qu'est-ce qui va advenir du SUP, est-ce qu'il va rester pertinent, etc., etc. Du coup, qu'est-ce que toi tu vois comme qu'est-ce que toi tu anticipes, comme conséquence à court terme, de l'application de ces IFRS 17? Oui, une des premières conséquences, en fait, une des premières conséquences, je pense, c'est l'affichage explicite, alors pas dans le bilan, mais dans les annexes, des profits futurs attendus, en disant voilà, dans mes provisions techniques, par exemple, vous avez, alors je trahis aucun secret, puisque c'est une communication publique. Un groupe comme AXA vous dit, voilà, dans les provisions techniques arrêtées au 31 décembre 2023, il y a 35 milliards d'euros de profits futurs attendus. Donc, ces profits futurs attendus, ils vont se recycler en résultat dans les prochaines années. Alors, on peut vous montrer une chronique, effectivement, de recyclage, mais ça n'a pas beaucoup de sens parce que dans 6 mois, elle n'aura plus véritablement de sens puisque, entre-temps, il y aura des nouveaux contrats qui seront arrivés, qui vont régénérer de la marge contractuelle de service et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire annoncer quand même des profits futurs, annoncer que ces profits futurs vont progressivement se recycler en résultat. Ça veut dire que si c'est pas le cas, ou si le résultat, en fait, ou si le stock de profits futurs diminue, c'est pas forcément une bonne indication, évidemment, pour le marché non plus, et pour l'investisseur.
Donc c'est un peu risqué, je trouve, de ce point de vue-là. Et puis ensuite, effectivement, les indicateurs aujourd'hui, on peine un peu à les avoir. Alors c'est d'ailleurs le problème, c'est que le COMEX, ou en tout cas le conseil d'administration, reste quand même attaché à des indicateurs de performance comme le ratio combiné, le ratio de justice prime, qui aujourd'hui, qu'on peut pas calculer en fait directement à partir du compte de résultat IFRS 17, ce qui est un petit peu gênant. Donc ce qui risque d'arriver, c'est la perpétuation de ce qu'on appelle les non-gap indicators, c'est-à-dire en fait ce sont des choses qui sont pas prévues par la norme, mais qui parlent en fait aux décideurs et éventuellement à l'investisseur aussi. Mais après, il y a aussi des sujets comme, par exemple, les classes d'agrégation, le fait d'afficher des contrats onéreux, qui risquent aussi quand même de changer, de chambouler pas mal la politique de gestion et d'optimisation des portefeuilles. Parce que des contrats qui apparaissaient très rentables peuvent apparaître moins rentables et du coup, en fait, totalement changer la stratégie. Ouais. Alors, normalement, les contrats onéreux, effectivement, on les fait apparaître dans une colonne spéciale d'une des annexes. Là aussi, d'expérience sur la base des premières publications, il y a très peu de choses dans cette colonne-là. Et on s'est arrangé, je pense, à travers le niveau d'agrégation des contrats pour faire en sorte que ce cas-là soit vraiment marginal. Et donc, c'est pour ça que je dis, en fait, il ne faut pas raisonner par garantie ou par lobe. Il faut vraiment raisonner par contrat et, en fait, raisonner à l'identique de ce que l'on fait pour la tarification des contrats, en fait. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a des garanties qui sont déficitaires. Mais on vend des garanties accessoires avec ces garanties déficitaires qui permettent de rééquilibrer en fait le résultat au niveau du contrat. Et c'est ça qui doit être la logique de regroupement des contrats dans IFRS 17. Merci beaucoup Gaël. Nous arrivons à la fin de notre échange. Je ne sais pas s'il y a des questions additionnelles dans le forum. Alors je vois qu'effectivement on peut en prendre une ou deux. Oui. On pourra en prendre une ou deux et puis je te demanderai de faire la conclusion de ce mini webinaire, de ce mini séminaire en parlant également donc des autres rendez-vous Abgest. Oui, tout à fait. Voilà, donc ce qu'on peut dire en guise de conclusion, et je garde un œil sur le chat. Donc on voit quand même que je vous parlais tout à l'heure de l'absence de comparabilité, ou en tout cas d'une comparabilité un petit peu réduite. Néanmoins, il y a quand même des principes de place. Je vous disais tout à l'heure, la courbe de taux, c'est la courbe de taux S2 auquel on rajoute effectivement une marge de liquidité. Quand on fait de l'épargne, on utilise la méthode de la commission variable. Quand on fait de l'IARD ou qu'on a des contrats court terme qui n'excèdent pas un an, on prend la méthode simplifiée parce que et c'est l'argument finalement parce que ça dure moins d'un an. Alors après, quand on gratte effectivement et notamment quand on a accès aux principes comptables, on voit qu'il y a quand même des divergences assez fortes d'un groupe à l'autre qui ne sont pas forcément retranscrites dans les états financiers. Donc ça c'est un premier point. Ensuite, en tout cas la difficulté avec les IFRS, c'est que ce sont des normes principielles, donc qui nécessitent l'exercice du jugement, et puis qui offrent aussi beaucoup d'options. Et donc ça va pas dans le sens effectivement de la comparabilité. Et donc le problème, ça va être, je pense, comme Solvabilité 2, c'est qu'il faudra un certain nombre d'années, peut-être 3 ans, 4 ans, pour se familiariser avec cette norme qui est particulièrement complexe et pour maîtriser cette norme et la communication financière qui va avec. Alors, n'y a-t-il pas néanmoins plus de comparabilité qu'avec la norme IFRS 4 ? Alors, d'un pays à l'autre, oui. Probablement parce que, pour le coup, les règles locales, elles disparaissent au profit d'une règle qui est censée être la même partout. Donc oui, peut-être qu'effectivement, d'un pays à l'autre, il peut y avoir, je dirais, un peu plus de comparabilité. Après, tout dépend de ce qu'on va mettre dans les annexes et là aussi, l'idée quand même, c'est d'en dire suffisamment, mais pas trop. Et en tout cas, pas plus que les autres, quoi. Après, ok, le temps qu'il finisse sa question. Non, après, j'avais juste un dernier point qui était de dire, moi, j'ai eu l'impression que la norme avait été écrite un peu pour les investisseurs. Ouais. Du coup, est-ce que tu as l'impression qu'elle a atteint sa cible ? Alors,
Probablement oui, et je pense que l'investisseur va regarder deux choses en fait, et c'était aussi le souhait de l'IASB, c'est de dire l'investisseur a besoin de se projeter sur le niveau de fonds propres et les profits futurs, parce que il y avait quand même une question sous-jacente qui était de dire chez les assureurs, on est sûr qu'il y a des marges dans les provisions techniques, on les voit pas, et donc du coup afficher la CSM, ça c'est quand même intéressant pour un investisseur parce que ça lui donne quand même une indication. Alors après, c'est pas une promesse absolue, hein, c'est pas gravé dans le marbre, mais en fait, ça donne quand même une vision de ce qui pourrait être généré en rentabilité future. Et la deuxième chose, c'est effectivement de bien comprendre, grosso modo, le lien qu'il y a entre cette rentabilité future et puis la rentabilité qui a été constatée dans le compte de résultat au titre de l'année. Donc, je pense que oui, ça répond à l'objectif de l'investisseur qui a besoin de savoir combien ça rapporte année après année et combien ça pourrait valoir demain. Est-ce que ça vaut, il y a certains acteurs qui disent, ce que ça vaut ma société d'assurance, ça vaut les fonds propres, plus les marges futures, la CSM qu'il y a dans la provision technique, en fait. C'est ça que ça vaut, en fait. C'est à la fois toute la richesse accumulée au fil des années, plus la richesse future attendue. Très bien, très bien. Voilà. Merci beaucoup, Gaël. Je te laisse présenter les prochains événements AVGES. Voilà, alors effectivement, il y a une petite coquille là, c'était prévu effectivement le 26 mars, ce séminaire, mais donc on l'a un petit peu décalé. Prochain séminaire, donc le 18 avril sur les goodwill, avec les évolutions normatives de l'IASB, les impacts pour les banques. Le 13 juin, séminaire dédié à l'intelligence artificielle et à la gestion des risques, puisqu'on va voir que cette intelligence artificielle peut apporter effectivement un certain nombre de solutions en termes de gestion des risques. Et enfin, le 24 juin, il y aura donc un point sur l'impôt mondial, hein, ce qu'on appelle le pilier 2 là, OCDE, hein, qui est donc qui a pour objectif de lutter contre les paradis fiscaux. Et donc ça va s'appliquer notamment aux comptes consolidés et on verra les impôts, enfin l'impact de cet impôt mondial sur les comptes consolidés. Et à venir, il y aura également, pour une date qui n'est pas encore déterminée, un séminaire sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et la 6e directive européenne sur le sujet. Voilà. En tout cas, merci à tous. Merci pour ceux qui ont participé avec leurs questions. Merci à toi, Eric. Merci. Merci à toi, Gaël, pour tes explications très, très claires. Et puis, merci à tous ceux qui ont pu se connecter et donc passer ce moment avec nous. Donc, nous vous disons à très bientôt. Et donc, nous nous retrouverons lors de l'un des prochains événements AVGES. Avec grand plaisir. Merci à vous et bonne soirée. Allez, bonne soirée.